Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. Alors, je vous le dis tout de suite, cela va être un rendez-vous avec le diable. Un rendez-vous avec une histoire mystérieuse, tout à fait fascinante, que je me suis rappelé avoir lue il y a longtemps dans un livre de Pierre Bellemare et que j'ai recherché là pendant plusieurs jours sur Internet pour pouvoir vous la partager. Alors, vous êtes nombreux à connaître cette Plymouth Fury mise en scène par John Carpenter dans le film Christine. Une voiture diabolique, maudite, tueuse. Vous êtes aussi peut-être nombreux à connaître l'histoire de la voiture qui a tué James Dean. Une Porsche 550 Spider, tout aussi diabolique et maudite. Alors pour cette lecture, je vous propose de faire la connaissance d'une troisième de ces voitures. Une voiture de marque Greif & Stift, d'un modèle torpedo et d'une couleur tout à fait prémonitoire. À présent, place à la lecture. Alors accrochez-vous. Et on se retrouve juste après pour une dernière révélation tout à fait incroyable sur cette voiture. À tout à l'heure. La Torpedo rouge sang. 28 juin 1914. Il fait beau sur Sarajevo, ville de ce qui ne s'appelle pas encore la Yougoslavie, mais la Serbie. Pourtant, les visages sont graves, tendus, dans cette jolie cité au pied des montagnes. Depuis le début de la matinée, l'archiduc François-Ferdinand est en visite officielle en compagnie de son épouse, la duchesse de Hohenberg, née Sophie Chotek. L'archiduc François-Ferdinand est l'héritier de l'Empire d'Autriche. Or, entre l'Autriche et la Serbie, les relations sont tendues à l'extrême. Cette visite est la dernière chance de faire cesser un état de crise qui ne peut plus durer. Mais si d'aventure il se produisait le moindre incident, ce serait la catastrophe. À plus forte raison, un attentat qui, par le jeu des alliances, entraînerait d'un côté l'Allemagne et de l'autre la Russie, l'Angleterre et la France dans une guerre à l'échelle européenne, en attendant de devenir, pourquoi pas, mondiale. L'attentat se produit à 10h du matin. Au passage du cortège, une bombe est lancée contre la voiture princière. Heureusement, le terroriste a mal calculé son coup. L'engin frappe le véhicule, rebondit sur la chaussée et explose plus loin, blessant 4 cavaliers d'escorte. L'archiduc François-Ferdinand devrait raisonnablement renoncer à aller plus loin. Mais le courage fait partie des qualités exigées des futurs chefs d'État. Il fait arrêter le cortège, descend lui-même prendre des nouvelles des blessés et décide de continuer comme prévu. Les réceptions officielles se succèdent donc dans l'anxiété qu'on peut imaginer. Midi. La voiture princière s'engage dans une des rues étroites de la ville. Tout se passe alors en quelques secondes. Un jeune homme bondit sur le marchepied et vide son chargeur sur le couple. L'archiduc héritier d'Autriche et sa femme meurent dans les minutes qui suivent. L'attentat de Sarajevo appartient à l'histoire. Il a été la cause directe de la Première Guerre mondiale, mais ce n'est pas lui qui nous intéresse ici. Tous les journaux, toutes les revues de l'époque ont publié les photos des 2 victimes souriantes malgré leurs craintes peu avant l'attentat. Les illustrateurs ont reproduit dans de grandes pages couleurs la scène tragique. Un jeune homme, un étudiant serbe du nom de Princip, faisant feu sur ses victimes se tordant de douleur. Eh bien, dans tous ces documents figure le véritable personnage de ce récit. Un personnage auquel nul n'a fait attention, parce que nul ne pouvait imaginer l'incroyable suite des événements. Il faut dire qu'il est difficile d'imaginer qu'un objet puisse avoir un destin. Et pourtant,
Dans l'attentat de Sarajevo, le plus extraordinaire et le moins connu est la destinée de la voiture du couple princier. Une torpédo à 6 places spécialement construite pour la circonstance. Couleur rouge sang. 2 novembre 1914. La guerre est commencée depuis 3 mois. L'Autriche a immédiatement envahi la Serbie et ses troupes occupent Sarajevo. Hermann von Landorf, 30 ans, est capitaine dans l'armée autrichienne, affecté à l'état-major. Issu d'une famille aristocratique, il porte l'uniforme avec beaucoup de prestance et, ayant la chance de ne pas être au front, il en profite pour se livrer à une forme plus agréable de combat. Tout ce que Sarajevo compte de jolies femmes nobles a déjà subi ses assauts. Il faut dire qu'outre son charme personnel, Hermann von Landorf a un atout de taille pour ses conquêtes. Il a réussi à se faire attribuer la luxueuse torpédo rouge qui n'a pas quitté Sarajevo. Lorsqu'il paraît au volant de cette merveille de la technique dans son fringant uniforme, les dames ne peuvent s'empêcher d'avoir un choc. Ce soir du 2 novembre 1914, une femme est à ses côtés. La comtesse Zadrug a juste 25 ans. Elle sait bien qu'accepter une promenade avec un homme de la réputation de von Landorf est une folie. Mais la vie est si brève, et puis elle n'a pas pu résister à la splendide automobile. Au volant, Hermann von Landorf sourit. Il est sûr de lui, comme à son habitude, le passé de sa torpédo ne l'impressionne nullement. Bien sûr, elle a été le cadre du drame de Sarajevo, et puis il y a eu le sort de son propriétaire précédent, le général Potiorek. Une très curieuse histoire. Le général Potiorek commandait une armée autrichienne lors de l'invasion de la Serbie. C'est lui qui s'est emparé de Sarajevo. Une des premières choses qu'il a faites lorsqu'il s'est installé dans le palais du gouverneur a été de réquisitionner la voiture pour son usage personnel. Il ne s'en est pas servi longtemps. 3 semaines plus tard, il était écrasé par les Serbes à la bataille de Valjevo. Une défaite inexplicable. Immédiatement relevé de son commandement et rappelé à Vienne, le général Potiorek a été tellement bouleversé qu'il est devenu fou. On a dû l'interner et il vient de mourir dans un asile. Hermann von Landorf se tourne vers sa passagère. « Que pensez-vous de ce clair de lune, comtesse ?» La comtesse Zadrug a un petit rire. « Mais il n'y a pas de clair de lune, capitaine !» Hermann von Landorf rit à son tour. C'est vrai, c'est une nuit sans lune. La route sur laquelle il s'est engagé n'est éclairée que par le faisceau des phares. Et c'est alors que l'incident se produit. Les phares, justement, s'éteignent brutalement. La comtesse Zadrug croit à une manœuvre déloyale. « Voyons, capitaine, je vous interdis !» Mais la lumière ne revient pas, et la voiture ne ralentit pas non plus. Elle fonce dans le noir. La jeune femme crie « Arrêtez ! Arrêtez !» La voix qui lui répond est horrifiée. « Je ne peux pas ! Ce n'est pas moi, c'est... » Le capitaine Hermann von Landorf ne pourra jamais terminer sa phrase. Il y a un choc sourd, et sous l'impact sans doute, les phares se rallument. La comtesse Zadrug se remet de son émotion. Grâce à Dieu, elle est indemne. La torpédo rouge aussi, d'ailleurs. Elle est entrée dans un arbre, et apparemment, elle n'est pas endommagée. La comtesse se tourne vers sa gauche et cache son visage dans ses mains. Hermann von Landorf a la bouche et les yeux ouverts. Sa nuque est rejetée en arrière d'une manière horrible.
La torpédo rouge sang a fait sa 3e victime. La voiture de Sarajevo passe toute la guerre sans encombre. Elle ne quitte pas le garage du palais, car, après l'accident du capitaine von Landorf, succédant à l'assassinat du prince héritier de son épouse, aucun Autrichien n'a l'envie de s'en servir. Le 15 novembre 1918, tout change. Les Yougoslaves reprennent possession de Sarajevo et un nouveau gouverneur entre au palais. Tout naturellement, la voiture lui est attribuée comme le reste. Il la garde exactement 4 mois. Le temps d'avoir 4 accidents, dont le dernier manque de lui coûter la vie. Il s'en tire de justesse moyennant l'amputation du bras droit. Mais le gouverneur a compris. Il tient trop à la vie. Pour une raison qui ne s'explique pas, la torpédo rouge sang est maudite. Il ne faut plus qu'elle nuise à personne. Elle ira à la ferraille. Les journaux de Sarajevo publient cette étonnante nouvelle. Et à Sarajevo, quelqu'un la trouve intéressante. Il a 35 ans, il est médecin, marié, père de famille, et il s'appelle Alexandre Sirkis. Après avoir terminé sa lecture, Alexandre Sirkis se tourne vers sa femme Yelka. « Tu te rends compte ? Je pourrais l'avoir pour une bouchée de pain. Et cela aurait un de ses effets sur la clientèle. » Yelka Sirkis a un mouvement de recul. « Tu ne vas pas l'acheter ? Pourquoi pas ? Après ce qui s'est passé ?» Alexandre Sirkis hausse les épaules. « Ma pauvre Yelka, tu ne vas pas croire à ces histoires. Pour ne pas avoir d'accident, il suffit d'être prudent. C'est aussi simple que cela. » Aussi simple que cela. Avec une voiture ordinaire, sans doute. Mais la torpédo rouge sang de Sarajevo est-elle bien une voiture ordinaire ? Alexandre Sirkis parvient, à l'aide d'un bon pourboire, à convaincre le fonctionnaire chargé de la démolition de lui céder la voiture à un prix dérisoire. Et c'est en rentrant chez lui qu'il manque d'avoir son premier accident. Inexplicablement, en plein milieu d'un carrefour, la torpédo cale. Un camion qui arrivait dans la rue adjacente l'évite de justesse. Alexandre Sirkis raconte la chose à Yelka. Il est lui-même plus impressionné qu'il ne veut l'admettre. Il finit par lui céder. « D'accord, je ne m'en servirai plus. De toute façon, ce n'est pas une mauvaise affaire, au contraire. C'est une pièce historique. On pourra toujours la vendre à un musée ou à un amateur. » 12 mars 1919. Il est 2 heures du matin. Le téléphone sonne chez le docteur Sirkis. À cette heure-ci, ce ne peut être qu'une urgence. C'en est une, en effet. Une de ces malades se plaint de douleurs insupportables du côté droit. Une appendicite aiguë sans aucun doute. « Ne bougez pas, madame, j'arrive. » Alexandre Sirkis a dit cela sans en voir les conséquences. Et même les aurait-il vus, qui n'aurait rien pu dire d'autre. Il se trouve en effet que la voiture qu'il utilise, une modeste Fiat, est en réparation depuis la veille. Et pour se rendre chez sa malade, qui habite un village des environs de Sarajevo, il n'a qu'un moyen, la torpédo rouge sang, dont il ne s'est plus servi depuis qu'il l'a achetée et qui dort dans son garage. « N'y va pas, Alexandre !» Yelka est près du téléphone en chemise de nuit. Elle a compris. « Ne prends pas cette voiture. J'ai peur. » Son mari se dégage doucement. « Moi aussi, j'ai peur, mais je ne peux pas laisser mourir cette femme. Je n'ai pas le choix. » 4 heures du matin, les gendarmes de Sarajevo, alertés par le coup de téléphone angoissé de Madame Sirkis, parcourent en voiture la route qui va de la ville
au lieu d'appel. Une tache rouge devant eux, Jelka pousse un cri. La voiture de Sarajevo est sagement arrêtée non loin de la route, phare allumé. Elle a continué tout droit à un virage et a été stoppée quelques mètres plus loin par un muret. Elle est vide. Les gendarmes mettent plusieurs minutes avant de découvrir le corps dans un champ derrière le petit mur. Leur chef est tout troublé quand il s'adresse à Jelka. « C'est une incroyable malchance. Je n'ai jamais vu un accident pareil. Votre mari a été projeté en avant par le choc. Il a fait une pirouette et il s'est brisé les vertèbres en retombant. » Jelka Sirkis répond d'une voix lointaine. « Et je suis sûr que la voiture est intacte. » En repassant sur le lieu de l'accident, les gendarmes vérifient ce dernier point. C'est bien exact. La torpedo rouge sang est à peine endommagée. Et elle vient de faire sa 4e victime. Oh, pardon, sa 5e victime. Pendant ce temps, la malade, qui n'a pu être secourue, est morte d'une péritonite. Bien entendu, Jelka Sirkis vend immédiatement la voiture maudite. Mais la série noire ne s'arrête pas. L'acquéreur est un bijoutier qui, lui, n'a pas d'accident. Seulement quelques mois après, en mars 1920, il se suicide de manière la plus inexplicable. La torpedo rouge sang, qui vient de faire sa 6e victime, est vendue par les héritiers. Klaus Petermann, le nouveau propriétaire, n'est pas n'importe qui. C'est un coureur automobile suisse. Il connaît parfaitement l'histoire de la voiture maudite, et c'est précisément pour cela qu'il est venu de son pays pour l'acheter. Il veut en quelque sorte se mesurer à elle, un peu comme un cavalier émérite qui monterait un cheval indomptable. 10 mai 1921. Les gendarmes de Lugano sont en train de faire le constat d'un bien étrange accident. Une luxueuse voiture rouge s'est retournée sur la route, écrasant son conducteur qui a été tué sur le coup. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le sol n'est pas mouillé, que les conditions de visibilité sont parfaites et que l'accident s'est produit en pleine ligne droite. Sur l'asphalte, il n'y a pas la moindre trace de freinage. Le brigadier conclut à l'adresse de ses hommes: « Encore un fou de la vitesse. Quand on ne sait pas conduire, on ne s'achète pas une voiture pareille. » C'est après avoir retourné la voiture que les gendarmes peuvent lire sur ses papiers d'identité la profession du mort: coureur automobile. La torpedo rouge sang vient de faire sa 7e victime, et à part quelques rayures sur la peinture, elle n'est pratiquement pas endommagée. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, elle ne va pas à la casse, comme l'avait souhaité 2 ans plus tôt le gouverneur de Sarajevo. La famille Petermann vend la voiture maudite. Hans Roschen, l'acquéreur, est un fermier autrichien. Fermier n'est d'ailleurs pas exactement le mot qui convient. C'est un très gros propriétaire qui possède une des plus importantes exploitations du pays. C'est un personnage bizarre aussi. Tout ce qui est rare, tout ce qui sort de l'ordinaire l'intéresse, le fascine. Et de ce point de vue, il était difficile de trouver mieux que la torpedo rouge sang. C'est avec elle qu'il parcourt ses immenses domaines. C'est à son volant qu'il se rend aux réceptions de la haute société viennoise. Et cette fois, il semble bien que le charme maléfique soit rompu. Hans Roschen n'a pas le moindre accident, pas même le plus petit accrochage. Enfin, il n'a rien pendant 5 ans. Car le 16 juillet 1926, tous les journaux autrichiens vont parler de lui.
Il fait un temps splendide et la Torpedo, comme à son habitude, marche à merveille. Hans Roschen roule à vive allure sur une route de campagne. Elle est parfaitement dégagée. Le moteur tourne rond et brutalement, il cale. Étonné, le riche fermier descend. Une panne d'essence ? Ce n'est pas possible, il a fait le plein il y a quelques kilomètres. Alors une fuite ? Mais non, il n'y a pas de fuite. Hans Roschen, qui a quelques connaissances en mécanique, ouvre le capot. Apparemment, tout est normal. Il ne comprend absolument pas d'où peut provenir la panne. L'important est de ne pas rester là en pleine nature. L'idéal serait de se faire remorquer jusqu'à un garage. Or, justement, une charrette à bœufs apparaît. Les 2 cultivateurs qui la conduisent acceptent sans se faire prier de remorquer la voiture et l'étrange convoi prend la route au pas lent de l'attelage. La suite a été décrite par un témoin. En haut d'une côte, l'automobile se remet brusquement en marche. Elle fait un démarrage foudroyant. Elle bondit sur la charrette, la pulvérise, s'engage à toute allure dans la descente et se retourne sur elle-même au premier virage. Bilan, 3 morts. Les 2 cultivateurs qui ont été catapultés par le bolide et Hans Roschen qui a été écrasé. La Torpedo rouge sang en est à sa 10e victime. Elle n'a pratiquement pas souffert dans l'accident. D'ailleurs, il n'a pas été besoin de la remorquer. Et le plus extraordinaire, c'est qu'elle trouve tout de suite acquéreur. Tibor Hirschfeld, un modeste garagiste autrichien. Ce n'est pas qu'il ne croit pas à la malédiction. Au contraire, il a toujours été persuadé du pouvoir maléfique de la Torpedo. Seulement, lui, il a une idée. Une idée toute simple. Il va la peindre en bleu. Hirschfeld est certain que c'est de cette couleur rouge sang que vient tout le mal. Recouverte d'un bleu sombre assez terne, la Torpedo deviendra aussi inoffensive que n'importe quel modèle de série. Lorsqu'il a terminé son travail, après avoir donné quelques coups de marteau pour effacer les bosses du dernier accident, Tibor Hirschfeld contemple son œuvre avec satisfaction. Il chuchote à la voiture comme si c'était un être humain. « Maintenant, tu seras sage, n'est-ce pas ?» Effectivement, la Torpedo, désormais bleu terne, semble s'assagir. Elle se comporte comme une brave voiture. Tibor Hirschfeld l'utilise pour faire ses courses, pour amener des pièces mécaniques à son garage. Il a l'habitude de conduire vite et il ne se prive pas de le faire. D'autant que c'est un régal avec un bijou pareil. Des reprises étourdissantes, une maniabilité de rêve. Aussi, Tibor Hirschfeld n'est pas peu fier de se rendre dans son engin au mariage d'une de ses cousines le 26 mai 1930. À ses côtés ont pris place sa femme, sa sœur et son beau-frère, et un couple d'amis. Ils sont parfaitement à l'aise, la Torpedo est une 6 places, tout ce qu'il y a de confortable. Le garagiste est ravi de son astuce qui lui a permis de triompher du maléfice, ravi d'être tout à l'heure le héros de la fête, car, bien entendu, on lui demandera de raconter pour la 100e fois la fantastique histoire de la Torpedo de Sarajevo. Il se tourne vers sa femme assise à sa droite. « Tu es heureuse, Mina ?» Mina Hirschfeld a une moue crispée.
J'ai toujours peur quand je suis dans cette voiture. Qu'est-ce que tu crains, voyons? Tu vois bien que la malédiction est terminée. Cela fait 4 ans que je l'ai. Et alors? La dernière fois, elle a bien attendu 5 ans avant de tuer. Mais, voyons, Tibère, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas doubler. Et comment que je vais doubler? Accroche-toi. Le conducteur de l'autre véhicule a déclaré plus tard aux gendarmes. Je ne roulais pas vite. Je tenais bien ma droite. La grosse voiture est arrivée derrière moi. Elle faisait au moins du 100 à l'heure. Le conducteur m'a doublé très correctement, mais brusquement, sa voiture s'est rapprochée de la mienne. Elle a accroché le garde-boue et elle s'est retournée tout d'un coup sur elle-même. Je n'ai rien pu faire pour les dégager. D'ailleurs, c'était trop tard. Ils étaient tous embouillis. La torpédo en était désormais à 16 victimes. Mais cette fois, elle a été beaucoup plus endommagée que précédemment. Tout un côté de la carrosserie a été enfoncé. La peinture bleu terne a été enlevée sur une large surface et la véritable couleur est apparue de nouveau, la couleur rouge sang. Du moins, l'hécatombe est terminée. Et c'est le gouvernement autrichien lui-même qui se charge d'y mettre fin. La torpédo de Sarajevo est une pièce historique et elle est installée, une fois restaurée, au musée de l'armée à Vienne. Pendant des années, les visiteurs peuvent contempler le monstre désormais inoffensif. Mais aucun d'eux ne se serait risqué à l'approcher, à franchir la corde de soie qui l'entourait, un peu comme la cage d'un fauve. L'hécatombe est terminée, mais pas l'extraordinaire destin de la torpédo rouge sang. Il restait un dernier acte, le coup de théâtre final. 8 avril 1943. Toute la nuit, par vagues entières, l'aviation alliée bombarde Vienne. Des incendies éclatent un peu partout dans la capitale. Le musée de l'armée est un des premiers touchés. Et c'est le lendemain, en contemplant les décombres fumants, que le conservateur fait une incroyable constatation. Le sol est jonché de gravats, de restes calcinés de ce qu'étaient autrefois les pièces de collection. Des armures, des canons, des armes de toutes sortes. Mais à l'endroit où était exposée la torpédo rouge sang, il n'y a rien. Pas une parcelle de la carrosserie, pas un élément du moteur. Elle semble s'être volatilisée. Son incroyable aventure, qui a commencé à l'aube de la Première Guerre mondiale, se termine au cœur de la Seconde. Comme si la torpédo rouge de Sarajevo avait choisi pour apparaître et pour disparaître une période de sang. En tout cas, où qu'elle soit partie, cette voiture est bien mieux là-bas plutôt qu'ici. Lors de la présentation de cette lecture, je vous ai promis une dernière révélation concernant cette fameuse voiture. Alors voici. Nous avons ici la photo de la voiture qui est exposée au musée de l'armée à Vienne et qui est le même modèle que la voiture utilisée le jour de l'assassinat de l'archiduc d'Autriche. Sur cette voiture a été apposée la plaque qui était également utilisée ce jour funeste. Alors quand on voit cette plaque, on ne distingue pas tout de suite ce qui est interpellant. Cette plaque est donc composée d'un A, de 3 1 en chiffres romains et du nombre 118. Si maintenant on se rappelle que l'armistice a été signé le 11 du 11 1918, cette plaque devient quand même étonnamment prémonitoire.
Et voilà, il me reste à présent à vous donner rendez-vous pour une prochaine lecture. Et attendez avant de partir, bien sûr, si vous avez aimé, pensez à liker, à partager, c'est important, et abonnez-vous. À très bientôt.